ça nécessite qu'on les respecte. Et jusqu'à preuve du contraire, je crois être quelqu'un de respectable. Et d'autres qui ont mes idées sont... Tout à l'heure, j'entendais Nicolas Béthou dire, j'ai pris la parole à Périgueux. J'ai parlé 1h17, je n'ai attaqué personne. On peut avoir ses opinions, mais on n'a pas à être bafoué, on n'a pas à être traité plus bactère. Il n'y a pas ici des gens qui peuvent donner des leçons, qui savent tout et qui diraient voilà où est le bien, voilà où est le mal. C'est comme ça qu'on tue le débat politique. Et ma conviction, c'est qu'une grande majorité de gens, de gauche comme de droite, en ont ras-le-bol des donneurs de leçons, des penseurs qui ont le bien et qui savent où se trouve le mal, et de tous ceux qui se permettent de se comporter comme cela. Voilà. Et ça m'a fait très plaisir que vous me permettiez de le dire. Je n'avais pas prévu de le dire, mais vraiment, ça m'aurait manqué. Alors, vous avez évoqué les émeutes urbaines, la révolte des banlieues, on l'a qualifié de différentes manières. C'était il y a pratiquement un an. Une question de Ekel. Bonjour, Ekel Mahou, étudiant à l'ISEC Paris. Bonjour. Pour reprendre un peu ce que vous disiez, vous parliez donc des termes, on va passer au-delà des termes que vous avez pu employer, parce que ce n'est pas le plus important, même si parfois ça a sa responsabilité, les mots sont parfois très responsables. Donc si l'on dépasse les contraintes imposées par vos échéances électorales, donc toute forme de démagogie mise à part, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, quelles conclusions tirez-vous de vos rencontres avec les jeunes effectuées l'an passé dans les cités? Et enfin, quelles perspectives et alternatives constructives le candidat potentiel à l'élection présidentielle que vous êtes peut-il proposer en direction d'une majorité de jeunes déjà engagés dans une spirale vertueuse et qui aspirent à plus de progrès social? Bon, vous employez un mot fort. Toute démagogie. Allez, il faut parler plus fort dans le micro. Ça y est, c'est bon. Bah, je vais essayer de reprendre les questions. D'accord. Bon. Est-ce que vous pouvez me reposer? Non, vous allez. Je repose la question. Le mieux, c'est de la résumer Je vais la résumer donc rapidement. Rapide. Donc, si on dépasse les contraintes. Parlez. Non, mais c'est pas la peine de bouffer le micro. Hein. Et vous parlez distinctement et lentement. Allez. D'accord. Donc si l'on dépasse les contraintes imposées par vos échéances électorales, donc toute forme de démagogie mise à part, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, quelles conclusions tirez-vous de vos rencontres effectuées avec les jeunes l'an passé dans les banlieues? Et enfin, quelles perspectives et alternatives constructives le candidat potentiel à l'élection présidentielle que vous êtes peut-il proposer en direction d'une majorité de jeunes déjà engagés dans une spirale vertueuse et en quête de plus de progrès social? Alors, merci. Premièrement, vous employez un mot fort, qui est le mot démagogie. Ce n'est pas un mot anecdotique quand même. Alors, parlons de la démagogie. Lorsque je fais abolir la double peine, votée à l'unanimité par le Parlement, contre les idées de ma propre famille politique. Double peine que Lionel Jospin avait promis d'abolir et qu'il n'avait pas aboli. Quand je fais abolir la double peine, c'est de la démagogie. Quand je me bats sur un concept extrêmement moderne, qui est celui de la discrimination positive, sur lequel on peut être d'accord ou pas, mais qui est un concept moderne et en tout cas qui prend à rebrousse-poil une partie de mon propre électorat. Ça consiste à considérer qu'on ne part pas tous sur le même point au départ de la vie et que la République, ce n'est pas de donner à chacun la même chose, c'est de donner plus à celui qui cumule de plus de handicap. C'est de la démagogie. Quand j'ai eu, me semble-t-il, la franchise de dire que de mon point de vue, le droit de vote au municipal, pour des gens qui payent leurs impôts en France, qui sont là depuis 10 ans, et sur la base de la réciprocité, la question se posait, et que ça ne me choquait pas, non pas de voter aux législatives, mais aux municipales. C'est de la démagogie? Qui a porté ces débats? Qui les a conduits? Quand je dis que l'immigration zéro, c'est un mensonge, et c'est une erreur, c'est de la démagogie?
Quand je me bats pour créer le CFCM, pour que l'islam de France ait les mêmes droits que les autres religions de France, c'est de la démagogie. Quand je vais à la grande mosquée de Lyon pour dire, devant 3000 musulmans, il n'y a rien qui ressemble plus à quelqu'un qui n'aime pas les Arabes que quelqu'un qui n'aime pas les Juifs, c'est de la démagogie. Quand je porte, insulté que je suis, par Villiers et par Le Pen, l'idée qu'on ne peut pas continuer à laisser des gens prier dans des caves et des garages, que ce n'est pas l'islam qui porte le terrorisme, que toutes les personnes, tous les musulmans ne doivent pas être assimilés à des islamistes, c'est de la démagogie. Quand je vais dans les banlieues pour dire que les premières victimes, ce sont les habitants de ces banlieues qui en ont ras-le-bol d'être terrorisés parce qu'il faut baisser la tête pour rentrer dans un immeuble où je n'habite pas, c'est de la démagogie. Alors, voilà pour la démagogie. Mais, alors, pour le reste, sur les jeunes dans les banlieues, moi je pense qu'on a fait une erreur sur la politique de la ville. La politique de la ville, c'est 45 milliards d'euros sur les 10 dernières années. Et Borloo fait un boulot remarquable. Et on travaille main dans la main. Mais on ne peut pas considérer que parce qu'on refait un quartier, on reconstruit un immeuble, on a résolu le problème du quartier. Parce que si on ne donne pas une formation et un boulot aux jeunes qui sont dedans, il n'a aucune perspective. Je pense donc qu'on a été trop faible à l'endroit des délinquants et pas assez généreux à l'endroit des jeunes de ces quartiers qui veulent s'en sortir et à qui on doit donner les moyens de s'en sortir. Et j'étais le premier homme politique de droite à soutenir Sciences Po Paris dans cette politique de convention avec les lycées de ZEP. Parce que si la petite Leïla de Bondy, qui a été reçue dans le cadre de la première génération à Sciences Po, si l'État ne la prend pas par la main, elle n'a aucune chance d'aller à Sciences Po. Et elle doit être plus aidée par l'État que mon propre fils. Donc, plus de générosité concrète. Je veux un droit à la formation pour tous les jeunes des quartiers. Mais je veux qu'on ait le courage de dire aux jeunes des quartiers que s'ils ne sont pas décidés à se lever tôt le matin, personne ne pourra les en sortir. Ça ne sert à rien de demander plus à l'État si soi-même on n'a pas envie de s'en sortir. Et il faut arrêter de culpabiliser toute la société. Parce que la société française, c'est l'éducation gratuite, c'est la santé gratuite, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir. Et ça, alors, je suis désolé, on ne l'a pas assez dit dans notre pays. Enfin, dernier point, je suis pour la discrimination positive parce que je sais qu'il y a de la discrimination négative. Et c'est vrai que quand on vient de certains quartiers, quand on a une certaine couleur de peau, quand on a un certain prénom, le curriculum vitae, il va au panier avant les autres, c'est inadmissible. La première fois où j'ai été au ministère de l'Intérieur, j'ai regardé les préfets. Et j'ai dit à mes collaborateurs, il n'y a rien qui vous choque? Non. Eh bien moi, il y a quelque chose qui me choque. Il n'y avait pas un préfet de couleur. Et pas un préfet dont le nom était à consonance musulmane, étrangère, ce que vous voulez. Pas un. Quand j'ai nommé Aïssa Dermouche, qu'est-ce que j'ai reçu encore? Qui l'a nommé? C'est moi. Et pourquoi je l'ai nommé dans le Jura? Parce que justement, il n'y a pas un musulman. Et quand j'ai nommé un préfet d'origine guadeloupéenne, je l'ai mis dans la Meuse. Pourquoi? Parce que justement, dans la Meuse, il y a peu d'Antillais. Mais je dénonce l'uniformité des élites françaises. Regardez les magistrats, regardez les généraux de gendarmerie, regardez les préfets, regardez les commissaires de police. Tous les mêmes. On peut moquer les États-Unis, mais j'observe quand même que dans un pays qui a connu quasiment l'apartheid, les deux derniers ministres des Affaires étrangères sont de couleur noire. Où est Candy Rice? Où est Colin Powell? Français. Eh bien, moi je crois que sans un volontarisme très affirmé, on ne résoudra pas des injustices. Et que tant qu'il y aura des injustices, il y aura un sentiment de violence. Alors on me dit, oui, mais alors, la discrimination, les quotas, mais qu'est-ce qu'on a fait avec la parité si ce n'est des quotas? Et qu'est-ce que c'est si ce n'est des quotas que 6%
de travailleurs ayant un handicap dans les administrations. Je ne suis pas pour les quotas définitifs. Je pense qu'il faut les limiter dans le temps. Mais pour débloquer une situation, pour que les élites françaises représentent par leur diversité la diversité de la France, il faut être beaucoup plus volontariste qu'on ne l'est aujourd'hui. Je dénonce la frilosité, je dénonce une forme de lâcheté qui consiste à adorer, s'enivrer de droits virtuels pour mieux oublier que ces droits virtuels ne sont pas traduits dans la réalité. Voilà pourquoi je suis pour la discrimination positive. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle, sur ces questions des relations avec les jeunes, sur les événements en banlieue, sur la responsabilité des jeunes et la responsabilité de la société vis-à-vis des jeunes, est-ce qu'il y a une question? Non? Attendez, on vous amène un micro. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Françoise Jacquier. Il faut que vous parliez plus fort. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà. Bonjour, je voulais savoir pourquoi garder ce terme de discrimination positive. Est-ce qu'on ne pourrait pas le remplacer? Aux États-Unis, c'est affirmative action, c'est déjà un peu mieux. Déjà, je crois que ça aiderait beaucoup. Ok, merci. Non mais, pourquoi pas, mais madame, beaucoup de gens me l'ont dit. Mais si je n'avais pas employé le mot fort, discrimination positive, l'idée derrière ne serait pas sortie. Mais moi, je ne suis pas attaché aux mots. Appelez-les volontarisme républicain. Mais prenons un exemple. Il y a tout un tas de jeunes dans les quartiers qui voudraient rentrer dans l'administration, dans la police ou ailleurs. En l'état actuel des retards de scolarité, ils n'ont aucune chance. J'ai créé les cadets de la République, qui permet d'avoir une formation adaptée pour eux, pour qu'ils passent les mêmes concours, mais qu'ils aient une formation spécifique. Parce que si on ne les aide pas à rattraper leur retard, il n'y a aucune chance qu'ils puissent le faire. Donc pour moi, ce n'est pas une question de vocabulaire, c'est une question d'engagement. Comment fait-on pour résoudre les injustices dans notre pays? Comment? Et ça, c'est un problème qui est absolument considérable. Je souhaite qu'on promette moins de droits, mais qu'on tienne davantage les promesses. Une autre question? Oui. Attendez, on vous amène un micro. Oui, ça va venir, doucement. Ça va venir. Allez, on passe le micro, merci beaucoup. Vous vous présentez avant de poser votre question? Merci. François, vous m'entendez? Oui. François Jacquel, citoyen. Juste un exemple, je voudrais m'inspirer d'une actualité du jour, parmi d'autres faits d'actualité. Je ne connais de cette actualité que ce que j'en ai lu ou entendu dans la presse, pas plus ni moins, et je ne fais pas partie d'un quelconque comité de soutien ou pas. Plus fort? Allez, posez votre question. Donc, ma question. Oui. Le fait simplement, 4 bagagistes de Roissy, je crois, se sont vus enlever leur badge parce qu'ils étaient bagagistes et triaient les bagages. Ça fait partie de ces événements ou de ces faits qu'on entend plusieurs fois, souvent, etc., qui concernent de la discrimination. Est-ce de la lutte contre le terrorisme, de la discrimination positive ou de l'amalgame? Je n'en sais rien, je me pose simplement la question, mais voilà encore le genre de fait qui vient alimenter des débats. Merci. Autre réponse? Écoutez, à Roissy, à Orly, il y avait 7 lieux de culte islamistes, clandestins et illégaux. Je les ai fait fermer. Deuxièmement, j'estime que des gens qui ont accès aux pistes de décollage et d'atterrissage, notre devoir, c'est de veiller à ce qu'il n'ait ni de près ni de loin de lien avec des organisations radicales. Toutes les personnes qui travaillent sur les pistes, dans les aéroports, doivent être habilitées. C'est un problème de sécurité dont j'ai la responsabilité. Il y a 43 personnes à qui nous avons retiré l'habilitation. Il n'y avait là aucun délit de sale gueule. Il y avait des éléments précis qui nous amenaient à leur interdire l'entrée sur la surface d'un aéroport. Si ces gens pensent, et c'est leur droit, qu'on a été trop loin et qu'ils sont victimes de discrimination, qu'ils fassent valoir leurs droits devant les tribunaux. Moi, je ne peux pas accepter que des gens
qui ont une pratique radicale travaillent sur une plateforme aéroportuaire. Parce que ma responsabilité, elle est là. Et je préfère qu'on ait le risque d'un contentieux devant un tribunal parce qu'on a été trop sévère pour une habilitation, plutôt qu'on se retrouve avec un drame parce qu'on n'a pas été assez sévère. Tous les pays au monde font cela. Bon. Et voilà les raisons qui nous ont conduits à agir de cette façon. Je ne dis pas, monsieur, qu'on l'a bien fait. Je ne dis pas qu'on s'est trompé, qu'on ne s'est pas trompé. Peut-être qu'on s'est trompé. Je vous explique le contexte. J'ajoute que depuis le début de l'année, nous avons procédé à l'expulsion de 18 imams qui tenaient des propos qui étaient, de mon point de vue, parfaitement incompatibles avec les valeurs de la République. Quand on n'est pas d'accord sur l'égalité entre l'homme et la femme, quand on prône la violence, la détestation de l'autre, on n'a rien à faire sur le territoire de la République française. Et si on a un problème avec ça, on fait valoir ses droits devant les tribunaux. Et c'est le tribunal qui décidera si, oui ou non, nous avons excédé le devoir de respect de la liberté qui est le nôtre. Deux questions sur l'immigration. On va les rassembler. Vous allez les formuler vite, s'il vous plaît. Thomas et Sarah. Thomas. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Donc Thomas, élève à Supélec. Donc ma question, la France a toujours été une terre d'immigration et d'accueil pour les étrangers. Aujourd'hui, ils sont nombreux à réinventer leur vie ici en créant par exemple leur entreprise. Donc comment on pourrait en fait favoriser leur initiative et diffuser justement leur expérience auprès des autres immigrants? Et Sarah qui va poser une question dans la foulée parce qu'elles sont très proches les deux questions. Allez. Bonjour Monsieur Sarkozy, donc Sarah Setki, élève ingénieur à Plus fort. l'ESTP. Allez. Sarah Setki, élève ingénieur à l'ESTP. Chaque année, l'université et les écoles d'ingénieurs et de commerce forment de jeunes gens issus de pays hors Union européenne. Une fois leurs études terminées, il y en a qui choisissent de retourner dans leur pays d'origine, ou bien il y en a d'autres qui désirent rester en France. Donc ma question, ça va être quelles sont les mesures concrètes à mettre en œuvre afin de faciliter l'accès à la vie active à ces jeunes-là, que ce soit au niveau administratif ou bien au niveau social? Bon, première question. D'abord, je considère qu'on n'accepte pas assez d'étudiants étrangers en France. Si on veut que le français reste une langue mondiale, universelle, nous devons continuer à former les élites des pays en voie de développement. Premier point. Deuxième point, dans les études, j'inclus la première expérience professionnelle. Je m'explique, ça ne sert à rien de former un médecin si vous ne lui laissez pas 2 ou 3 ans pour exercer son art et pouvoir revenir dans son pays avec une première expérience professionnelle. Mais on se trouve dans une situation invraisemblable. Si vous prenez le Bénin, il y a plus de médecins béninois qui exercent en France que de médecins médinois qui exercent au Bénin, alors qu'à l'évidence, le Bénin a besoin de ces médecins. C'était l'objet de la discussion franche et qui s'est traduite par un accord avec le président Abdoulaye Wade du Sénégal. La France ne doit pas piller les élites des pays en voie de développement. C'est la raison pour laquelle nous venons de créer un nouveau visa, qui est un visa pour les étudiants étrangers, qui pourront venir plus facilement en France, qui auront le droit à une première expérience professionnelle, mais qui doivent s'engager à retourner dans leur pays pour faire bénéficier leur pays et le développement de leur pays de ce qu'ils ont acquis dans le nôtre. L'immigration, c'est l'immigration de la mobilité. Ça ne peut pas être une immigration qui consiste à former les élites des pays du tiers-monde et à les garder pour nous. Deuxièmement, l'immigration aujourd'hui en France, il n'y a que 5% des immigrés qui sont des immigrés du travail. L'immense majorité, c'est du regroupement familial. On se trouve donc, je crois que c'est Thomas, dans cette situation invraisemblable, que ceux qui auraient un travail, un emploi et un logement en France ne peuvent pas venir, et que ceux pour qui nous avons ni emploi ni travail viennent au titre du regroupement familial. Et après ça, on dit le système d'intégration à la française, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, oui, parce qu'il est submergé. Ce n'est pas que le système canadien, anglais ou États-Unis ou australien marche mieux, mais ils choisissent.
les immigrés en fonction des possibilités de leur propre économie. Lorsque le gouvernement de Lionel Jospin a régularisé 80 000 clandestins en 1997, l'année suivante, on a multiplié par 4 les demandes de statut de réfugiés politiques dans notre pays. Et moi, je me retrouve, c'était Cachan, mais c'est aussi les enfants scolarisés de familles sans papier. C'est ce que fait l'Espagne avec les 500 000 régularisations. M. Zapatero ne sait plus quoi faire. Chaque fois qu'un pays régularise tout le monde, les réseaux criminels et mafieux du monde entier se disent « on va y envoyer les clandestins parce qu'ils seront régularisés ». Partant, nous ne pouvons accepter que ceux pour qui nous avons un travail et un logement. C'est le concept d'immigration choisie. Je ne dis pas qu'il faut prendre que les prix Nobel. On a besoin d'étrangers dans la restauration, dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans tout un tas de domaines. Mais à quoi sert-il de continuer comme cela à avoir des gens qui vivent dans des taudis, dans des conditions invraisemblables de misère, qui font honte et à qui nous n'avons rien à proposer? Il y a 900 millions d'Africains. 50% de ces 900 millions ont moins de 17 ans. La jeunesse du monde est africaine. On pense que dans les 25 ans qui viennent, l'Afrique peut avoir augmenté de 50% sa population. Le détroit de Gibraltar, c'est 12 km. Il n'y a pas d'autre solution que le développement de l'Afrique, que l'investissement dans l'Afrique, que la formation des élites africaines, que l'ouverture pour notre pays, mais l'ouverture, Thomas, dans des conditions où on puisse intégrer les gens, pas dans des conditions où on les condamne à vivre dans des taudis. Bon. J'ajoute, moi, on m'a beaucoup critiqué sur Cachan. J'aurais bien aimé que ceux qui critiquent aient à gérer ce que j'ai eu à gérer. Cachan, il y a une décision de justice qui me demande l'expulsion. Je la fais. Puis, un certain nombre d'associations irresponsables me demandent la régularisation de tout le monde. Si personne se met en grève de la faim, je vous pose une question. Si je cède à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus qu'à occuper. On multiplie les grèves de la faim et on a des papiers. Comment je peux m'en sortir? Et comment la société française peut s'en sortir? Alors après, il ne faudra pas verser des larmes de crocodile pour dire Le Pen est à 30%. Ensuite, tout le monde voulait un logement. Et pourquoi pas? Alors il suffit de squatter le bien d'autrui pour avoir le droit à un logement. Mais les autres, Français ou étrangers, qui attendent depuis des mois ou des années pour avoir un logement, alors il fallait qu'on leur passe devant parce qu'on occupait Cachan et parce que Mme Balasco venait de temps en temps pour le 20h faire un petit bonjour. Eh bien, ça, c'est de l'injustice. Et ça, le pays ne peut pas l'accepter. Et moi, j'ai la responsabilité de ça. Je vais terminer. Alors, pour le reste, bien sûr que ça serre le cœur. J'ai encore eu le cas d'une jeune capverdienne qu'on a expulsée hier et sur laquelle on me demande d'intervenir. Bien sûr que ça serre le cœur quand une petite est scolarisée et qu'on me dit il faut donner des papiers à ses parents. Mais je veux que vous compreniez une chose. D'accord ou pas, je veux que vous compreniez que ma bonne foi est totale. Le droit à la scolarité est un droit imprescriptible. Personne n'a le droit de refuser l'inscription dans une école à un enfant qui soit étranger ou français. Personne. Si je donne des papiers à tous ceux qui ont un enfant scolarisé, comme c'est un droit, cela veut dire que tout le monde a le droit à avoir des papiers en France et que je crée une nouvelle filière d'immigration. Moi, je comprends parfaitement ceux qui disent il faut donner des papiers à tout le monde. Mais dans ce cas-là, qu'ils aient le courage de l'assumer devant le peuple français. Moi, ce n'est pas ma politique. Mais je peux comprendre qu'on ait cette politique. Ce que je n'accepte pas, c'est la duplicité, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge de mes adversaires politiques qui disaient « à Cachan, il ne fait pas bien », mais qui pour autant n'assumaient pas la responsabilité politique de promettre des papiers à tout le monde. Qu'au moins on ait le courage de ses convictions, parce que c'est un sujet très important pour la société française. Ce n'est pas un petit sujet. Nicolas Sarkozy, on a très peu de temps et des très nombreux sujets. On va essayer de sélectionner et de prendre 3 thèmes, si vous voulez bien. Un, parce qu'on est ici à la Sorbonne,
non pas retour sur le CPE, mais quel type de contrat et comment faire pour que les jeunes entrent dans la vie active autrement qu'en enchaînant les CDD? Bon, moi, je ne suis pas d'accord pour un contrat spécifique parce qu'on a moins de 26 ans. Voilà. Je suis désolé, je dis ma vérité telle que je la pense. Vous avez 23 ans, vous avez fait Polytechnique, vous n'avez pas besoin d'un contrat sous-payé et sous-protégé. Bon, qu'on fasse des contrats spécifiques pour des gens qui malheureusement n'ont pas de formation et qu'il faut aider, oui. Je considère que faire un contrat du travail sur la base seulement du critère de l'âge, ça n'a pas de sens. J'ajoute qu'on avait promis de simplifier le droit du travail. Ce n'est pas pour le complexifier. Bon. Alors, pour le reste, je suis pour l'autonomie des universités, je le dis là aussi comme je le pense. On ne peut pas continuer comme cela. Nos universités sont prises dans les taux entre la concurrence des universités européennes et la concurrence des grandes écoles, qui n'existent nulle part ailleurs. L'autonomie, ça veut dire quoi? Autonomie du recrutement des étudiants, du recrutement des professeurs, des programmes de recherche, et puis je veux un vrai patron à la tête de l'université qui soit responsable de ses choix. Je souhaite qu'on change les conditions d'orientation. Le diktat des mathématiques est insupportable. Par exemple, si vous n'êtes pas capable de passer en première C, vous abandonnez toute possibilité. S, d'accord. Bon, d'accord. Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai 51 ans, hein. C'était pas hier. Bon. Et puis moi, j'ai pas fait C, S, pardon. J'ai fait B à l'époque. Vous parlez d'une erreur. Bon. Mais il y a des tas de gens qui veulent être médecins, et c'est pas parce qu'on n'est pas bon en mathématiques qu'on puisse ne pas faire médecine. Il y a des tas de gens qui pourraient être formidables dans une école de commerce, c'est pas parce qu'ils ne font pas une filière scientifique qu'on doit leur refuser cette approche. Cette orientation ne me satisfait pas. Alors, il y a des tas de manifestations sur les STAPS, les étudiants d'éducation physique. Écoutez, il y a un emploi pour 10. Et on va continuer à enfourner des étudiants pour une filière où il y a un emploi sur 10. Alors, à force de refuser la sélection par le mérite et par le diplôme, on a la sélection par l'échec, et celle-là, elle est bien pire. Donc, tout le système d'orientation français est, me semble-t-il, à rebâtir et à refonder. Dernier point qui me tient très à cœur, moi j'aime bien un système qui verrait qu'après le bac, les jeunes, ça ne soit pas un drame, qui prennent 6 mois pour faire un autre projet que leurs études, ne serait-ce que pour réfléchir à l'orientation qu'ils veulent donner. Or, aujourd'hui, avant même d'avoir le bac, il faut s'inscrire en université, et c'est le hasard qui fait qu'on sache dans quelle université on sera accepté ou pas. C'est le contraire d'une société qui oriente ses jeunes vers des filières et vers des formations valorisantes. Enfin, dernier point, je m'inscris en faux contre une démocratisation qui se ferait au détriment de la qualité des diplômes. On est très fiers de donner le bac à tout le monde. Bon, mais si pour le donner à tout le monde, on abaisse le niveau, on ne donne pas grand-chose. Moi, je pense que la vraie démocratisation, elle est de tirer les gens vers le haut et non pas l'égalitarisme et le nivellement. On parlait des parties du CPE et donc du social. Il y a une polémique aujourd'hui sur les 35 heures. Thierry Breton a reproché au MEDEF de ne pas défendre assez les positions patronales et de ne pas attaquer suffisamment le PS. Et le MEDEF dit, allez, à vous de jouer, c'est à vous de supprimer les 35 heures. Quelle est votre position là-dessus? Je vais y répondre puis en m'excusant parce que j'ai d'autres réunions. Oui, puis il y a quelqu'un qui a un beau t-shirt à mon nom et je ne voudrais pas partir sans lui donner la parole. Donc attends, je vais vous la donner. Parce que, sur les 35 heures. Oui, je vais y répondre, comme ça ils ne seront pas venus pour rien. Alors, on vous amène un micro. Je vais répondre sur les 35 heures et après je donnerai. Bon, les 35 heures. On vous amène un micro et vous parlerez quand je vous donnerai la parole, d'accord? Alors, les 35 heures. OK. Monsieur, je vais juste répondre sur les 35 heures et après je vous donne la parole si ça ne vous embête pas. Mais les 35 heures, c'est une affaire géniale. C'est la seule idée parfaitement inexportable. Depuis 6 ans qu'il y a les 35 heures, aucun pays au monde ne s'est inspiré ni de près ni de loin de ce qu'on a fait. Alors je vous laisse le choix. Soit on est tellement géniaux qu'on est les seuls à avoir compris que cette idée était formidable, soit il y a un problème. Eh bien moi je pense qu'il y a un problème. Ce problème, il est le suivant. Il faut garder les 35 heures comme durée hebdomadaire,
mais il faut laisser dans le privé comme dans le public ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler. L'absurdité des 35 heures, c'est de laisser à penser à la France qu'on pouvait rester un grand pays moderne, donner du travail à tout le monde en travaillant moins. Cette affaire doit être réformée profondément. Vous savez que tels magasins sur les Champs-Élysées doivent aller devant les tribunaux pour avoir le droit d'être ouverts le dimanche. Mais c'est à pleurer. Qu'on puisse faire ses courses le jour où on a le temps, qu'on puisse aller à l'administration, au guichet, le jour où on ne travaille pas et à l'heure où on ne travaille pas. Que des gens puissent trouver du travail parce que le dimanche, en ouvrant les magasins, ça donnera du travail aux gens. C'est quand même le minimum qu'on puisse attendre. Et bien sûr qu'il faut libérer les heures supplémentaires. Et bien sûr qu'il faut les exonérer de charges sociales. Et bien sûr que le problème de la France, c'est pas qu'on travaille trop, c'est qu'on ne travaille pas assez. Et c'est le travail qui crée le travail. C'est la richesse qui crée la richesse. C'est le pouvoir d'achat qui donnera de la croissance. Non, j'ai promis, monsieur. Allez, on vous écoute. Bonjour, messieurs, dames. Je voulais vous poser une question, mais j'introduirai cela en disant que j'ai rien contre vous en tant qu'homme. J'ai assisté à un de vos meetings, je vous avais d'ailleurs remis un t-shirt et j'ai trouvé que vous aviez beaucoup d'humour, mais je pense que ça ne servira pas à la politique. Ceci étant, j'en viens à ma question. Nous faisons partie d'une des associations qui a soutenu les expulsés de Cachan et nous ne nous considérons pas comme irresponsables. Ceci étant, au sujet de l'immigration choisie, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la question que je vais vous poser. Et c'est comme ça que je vais l'introduire, c'est que je l'ai écrit. Donc aujourd'hui, j'ai peur, lorsque vous me parlez d'immigration choisie, j'ai peur que vous ne raviviez l'esprit de l'esclavage et de la colonisation qui nous a déstructurés. Dois-je vous rappeler qu'hier, vous avez choisi ceux que vous avez déportés dans l'intérêt de notre beau pays. Aujourd'hui, vous reprenez les mêmes que vous expulsez, toujours dans l'intérêt de la France. À croire que de M. Colbert à vous-même, nous demeurons toujours des biens meubles et non des êtres humains. Nous sommes là pour vous dire que, vivants, nous ne laisserons pas disparaître à nouveau notre humanité entre vos mains, comme par le passé. D'autant qu'en traitant comme des sous-hommes les 10 sans-papiers, qui serait plus juste d'appeler des sans-droits, vous nous insultez directement. Avant la loi Cézéda, il y a eu le Code noir de Colbert, qui siège comme une insulte à notre mémoire devant l'Assemblée nationale, alors que nous sommes pour la plupart français, et que l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité avec la loi Taubira en 2005. J'ai donc peur qu'avec votre politique intitulée « Immigration choisie », vous vous rendiez complice de crimes contre l'humanité, car vous avez conscience de renvoyer des gens vers la misère et parfois vers la mort, vu que vous êtes le plus souvent à la base de pillage et de la dégradation que connaissent nos pays d'origine. Voilà, une dernière précision. Sachez que ce n'est pas la France que nous combattons aujourd'hui, mais les idées racistes et criminelles de certains. Alors, ne craignez-vous pas de rejoindre la longue lignée de criminels. Vous laissez le ministre répondre. Bon. Crime contre l'humanité, esclavage. Vous participez, monsieur, je vous le dis très simplement, à une stratégie de l'amalgame qui est inadmissible et qui est odieuse. Je vais vous le démontrer. Quand on a osé comparer à la déportation, ramener un Malien au Mali ou un Roumain en Roumanie, comparer cela à la déportation des Juifs, c'est profondément injurieux à l'endroit de ceux qui ont connu la Shoah. Premièrement. Deuxièmement, je vous le dis simplement, en avoir assez de ces histoires de blancs, de noirs et d'ethnies. La question de l'immigration choisie, elle s'adresse pour moi autant aux Européens de l'Est qu'à l'Afrique. Arrêtez de poser tout en termes de revanche des Noirs sur les Blancs ou d'humiliation des Blancs vers les Noirs. La République française mérite mieux que cela. Et nous n'avons pas à nous justifier de racisme dès que nous disons que la France ne peut pas accepter toute la misère du monde et que nous ne pouvons pas accueillir, pays de 62 millions d'habitants, tout le monde. J'ajoute, monsieur, que c'est quand même invraisemblable d'insulter notre pays comme cela,
alors que je ne fais que proposer ce que tous les autres pays font dans le monde. Nous ne pouvons quand même pas être le seul pays au monde qui n'ait le droit de décider de qui doit venir sur son territoire, de qui doit y demeurer et dans quelles conditions il doit y demeurer. L'Angleterre paraît aux yeux du monde entier comme l'expression la plus accomplie de la démocratie parlementaire. Essayez de vous installer sans papier en Angleterre. Les États-Unis, grand pays d'immigration. Permettez-moi de vous dire d'ailleurs qu'aux États-Unis, on écoute Klim la main sur le cœur, et ils ont d'ailleurs le génie de faire de leurs nouveaux Américains des patriotes qui ne se permettraient pas de dire la moitié de ce que vous venez de dire sur leur pays. Le Canada ne fait pas un grand... Le Canada, dont personne ne viendrait à l'idée de dire que c'est un pays raciste. Essayez donc de vous installer au Canada sans demander des papiers. Je réfute l'idée même du racisme, crime contre l'humanité. Et puis alors maintenant, disons une petite chose sur l'histoire de la France. Notre pays a des pages douloureuses, c'est vrai. Mais arrêtez de lui demander d'expier en permanence pour un passé que vous revisitez avec les yeux d'aujourd'hui, alors que c'était il y a plusieurs siècles. En ce qui concerne la France, elle a regardé son histoire avec beaucoup de courage. Et quand je vois ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays, je n'ai pas honte de mon pays, notamment lorsque le président de la République a fait le discours qu'il a fait sur l'affaire du Veldiv. Mais entre la lucidité sur notre histoire et cette repentance perpétuelle, permettez-moi de vous dire que nous sommes un certain nombre à être choqués et que nous aussi, nous avons le droit d'être respectés. Et ce n'est pas parce qu'on est la majorité qu'on est moins respectable. Monsieur, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite, je déteste la discrimination et l'injustice, mais j'ai le droit de dire que tous les immigrés n'ont pas vocation à avoir des papiers dans notre pays. Je le dis calmement, mais je le dis fermement. Et vous ne me conduirez pas à m'excuser d'avoir des convictions qui, pour ne pas être les mêmes que les vôtres, ne sont pas moins bonnes que les vôtres. Je ne dis pas que vous êtes raciste quand vous me parlez comme vous me parlez, alors ne me faites pas de procès en racisme. Parce que ce procès est odieux, parce que ce procès est injuste et parce que ce procès n'a rien à voir avec ce que j'ai affirmé depuis que je suis ici.